La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wölflin-les-Sarreguemines. Je suis en compagnie de Francis Freiermuth. Bonjour Francis. Bonjour. Francis, vous êtes un amoureux du patrimoine local. Ça tombe bien, la commune de la semaine, c'est également mettre en avant, bien sûr, le local. Dites-moi, ça fait un bout de temps qu'on parle de Wölflin. Il y a déjà des traces qui remontent au Moyen-Âge, des traces écrites, n'est-ce pas? Les premières traces écrites remontent à 1143. Le duc de Lorraine, Mathieu, avait donné à l'abbaye de Sturzelbronn. Donc on a été littéralement vendu à l'abbaye. Après, bien des années plus tard, on a été, à partir de 1552, le luthéranisme fut introduit chez nous, à Wölflin, et dans d'autres villages avoisinants, par le comte Nassau de Saarbrück, qui lui officialisa le protestantisme en 1621. Plus de 100 ans plus tard, le comte Nassau de Saarbrück et le duc de Lorraine, Henri II, passent une convention d'échange. Wölflin passe au catholicisme entre 1680 et 1685. Wölflin fut une commune indépendante aussi, jusqu'en 1811, où elle fut réunie à Wieswiller, pas longtemps. Une bonne trentaine d'années, de 1811 à 1837. Réunie à nouveau pendant l'occupation allemande, de 1940 à 1945. On survole un petit peu cette histoire et on y reviendra tout à l'heure. Mais j'aimerais vous poser une petite question. Vous avez parlé du duc de Lorraine d'un côté, les Nassau-Saarbrück, bien sûr côté sarrois, mais qui avait des possessions jusqu'en Alsace-Bossu, le Beecherland avec l'abbaye cistercienne de Sturzelbronn. Finalement, Wölflin, c'est au cœur de tous ces territoires. Il y a toujours eu cette espèce de frontière, entre guillemets, incertaine, si vous me permettez l'expression. Ah, tout à fait. On a toujours été plus ou moins ballotté de droite à gauche. Voilà. Et puis, en fin de compte, c'est le duc de Lorraine qui nous a racheté après. Mais pendant la réunification avec Wieswiller, là, en 1811, Wölflin voulait sa propre église. Là aussi, je voulais en parler. Parce que on savait qu'à l'époque l'église de Wieswiller était trop petite et Wölflin voulait la propre église. Mais comme c'était en 1832, à l'époque de la réunification avec Wieswiller, ça ne se faisait pas. On ne faisait qu'un village et puis l'évêque, le préfet, même la commune de Wieswiller était contre. Donc Wölflin n'a toujours pas son église. C'est d'ailleurs une des rares communes qui n'a pas d'église, ni même de chapelle. Il n'y a pas de lieu de culte, vous venez de le dire, et il n'y a pas de cimetière à part un tout petit cimetière privé, je crois. Oui, un cimetière privé ménonite, oui. Et la dernière personne à être enterrée, c'était en 1959. Voilà, ça remonte un peu. On va pas refaire la guerre des clochers entre Wölflin et Wieswiller. On sait que tout se passe bien entre les deux villages, mais la reconstruction entre guillemets de l'église a été aussi un point d'achoppement qui a fait que les deux villages finalement sont restés séparés. Exactement, parce que Wölflin n'a pas eu l'autorisation, alors qu'on avait plus ou moins l'endroit, la place pour construire cette église. Mais le préfet et l'évêque se sont opposés. Et même, on avait quelques conseillers de Wölflin, qui étaient pour, mais la majorité des conseillers étaient de Wieswiller. Donc, eux, ils s'opposaient. Par contre, Wölflin a financé l'église en très grande partie, justement pour avoir leur propre église à Wölflin. C'est un peu... Tout à l'heure, on est remonté jusqu'au Moyen-Âge. Vous avez parlé des premières traces écrites au XIIe siècle. Mais si on remonte encore plus loin, il y a encore une voie romaine à Wölflin. Il y a Hermeskeppel entre Bliesbrück et Wölflin. On peut remonter jusqu'à l'Antiquité, non, côté histoire? Oui, alors donc il y a la route romaine qui traverse un peu, je vais dire, au nord de Wölflin, qui coupe carrément une grande partie du village. Mais est-ce une voie romaine? On n'en sait rien. Toujours est-il que c'était une grande voie de communication et de commerce. Cette voie de communication reliait le sud de l'Europe au nord de l'Europe, parce qu'il y a des traces, justement à la Hermeskeppel, on a trouvé à la chapelle ou des écrits où il y avait
des pèlerins ou des ermites qui sont passés par là, venant d'Italie en allant jusqu'en Belgique, voire en Hollande. Voilà, il y en a même un qui est décédé à la Hermeskapelle et qui est enterré. Donc, sur cette route-là, à l'époque, on trouvait, des auberges relais. Il y en avait une tout près, entre la Hermeskapelle et la ferme de Visin. Ces auberges relais, ça s'appelait des mentions ou des mutations. Et servait de relais aussi pour les voituriers qui changeaient les chevaux de bêtes de somme, parce que les chevaux étaient fatigués et ils étaient changés. Servait également d'étape aux soldats et aux autres utilisateurs de cette route pour se reposer ou pour se restaurer. C'était la route commerçante. Hermeskapelle, le dieu grec des commerces, Hermès. Finalement, ces points relais dont vous avez parlé, c'était presque les ancêtres des restos des routiers au XXe siècle. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On pouvait se reposer, se restaurer, et les chevaux étaient changés. Parce que bon, il faut pas oublier que le raidillon de la Hermeskapelle, le raidillon du Hasaver, ou un peu plus loin, le raidillon du Rodenwald, ce sont des lieux-dits sur cette route-là entre la ferme du Visin et Gros-Ederchin. Il fallait les faire. Je vous propose de vraiment aller dans une histoire encore plus récente, celle d'après-guerre. Vous qui connaissez bien le village, vous avez peut-être des souvenirs, des anecdotes, des petites histoires dans la grande histoire à nous raconter? Oui, on était alimentés en eau très tard, à Veuflin par exemple. Donc on a eu l'eau courante qu'en 1968, et avant on avait des douches locales à Veuflin, donc municipales. Donc, qui était ouvert au public, c'était ouvert le samedi et le dimanche, samedi c'est dans l'après-midi et la soirée, et le dimanche matin, jusqu'à l'arrivée d'eau. Ces douches aussi servaient, vu que le terrain de football n'était pas très loin, servaient aussi de vestiaire pour les footballeurs. Et à l'arrivée de l'eau courante, les douches ont été supprimées. Bon, il n'y avait plus lieu d'être. Voilà. Il faut savoir que Wieswiller-Veuflin était un des derniers villages à être rattaché au réseau d'eau. C'est pas si vieux? Non, c'est pas si vieux que ça. On était les derniers à être rattachés, à part les annexes après un peu plus éloignés. Par exemple, la Hermeskapelle l'a eu qu'en 78, par là. Et avant ça, on avait les fameuses fontaines dans le village, au centre du village. On avait 5 fontaines qui servait à abreuver le bétail le matin et le soir, ou quand il revenait des prés, du pâturage. Le dernier bac de ces fontaines, il y avait une planche à laver, où les ménagères venaient laver leur linge. C'était pas un lavoir, mais c'était tout comme. Le dernier bac était réservé uniquement pour les lingères, parce que n'avaient pas le droit d'utiliser le premier pour ne pas polluer l'eau pour les bêtes. Les premiers bacs étaient réservés pour les bêtes, pour s'abreuver, et le reste, c'était pour le linge. Dans le centre du village, à la place Saint-Michel, on avait un abreuvoir à cheval. En vieux français, c'est un guéouard. Donc là où le paysan ramenait ses chevaux, souvent le dimanche matin, pour enlever la poussière, pour vous débarrasser les poussières de leurs chevaux. Et il paraît que c'était un spectacle formidable quand ces chevaux rentraient dans cette eau boueuse. Ils dansaient, ils se couchaient là-dedans. C'était un spectacle, paraît-il, merveilleux. Donc c'était uniquement pour se débarrasser de leur sueur ou de leur poussière irritante après une semaine de travaux au champ. Et c'est seulement en 1954 que cet endroit a été aménagé par une entreprise locale. Et un bassin a été construit à la place et qui sert aujourd'hui de réserve d'eau pour les pompiers, de plus de 200 mètres cubes d'eau. Lors de la sécheresse, en 1976, les pompiers, avec leur motopompe, alimentaient encore les citernes des agriculteurs. Parce que il y avait pas beaucoup d'eau, c'était restreint. Les paysans venaient avec leurs citernes prendre l'eau pour abreuver leur bétail. Et il faut dire qu'ils venaient 2 à 3 fois par semaine, et je peux vous dire qu'il y avait des mètres cubes qui ont été pompés. Mais de ce côté-là, le bassin, il était toujours rempli. 2 jours plus tard, il était de nouveau à niveau. Merci beaucoup, Francis. De rien.